Voilà, c'est bon. C'est pas ce qu'ils ont fait, mais bon, je l'enregistre en un dur sur le disque dur. C'est pas bien grave. Donc, ouais, alors, il y a quelqu'un qui me disait qu'il a des questions sur le dernier cours. Alors, moi, je veux bien, si vous voulez, à ce moment-là, prendre la parole, ce sera plus simple. Ouais. Du coup, je me demandais si vous pouviez expliquer pourquoi il y avait une compétition entre élimination et substitution. Ouais. Alors, mon cours. Toc, toc, toc. On va prendre un exemple. En fait, on va prendre un exemple. Je vais partager mon écran. Hop. On va prendre cette partie-là. Et on va prendre un exemple. Je vais essayer de vous prendre un exemple du cours, justement. Comme exemple. On va prendre cet exemple-là. On va prendre cet exemple-là. Donc, allons-y. Est-ce que je peux... On va prendre le tableau blanc. Vous voyez le tableau là, à peu près? Non, ça doit être bon. Donc, si on imagine qu'on a cette molécule-là, on imagine donc on a cette molécule-là. Bref, je n'ai plus trop en tête. Avec un chlore ici, d'accord? On a cette molécule-là avec un chlore, et puis on la traite avec KOH, H2O, puis HO. D'accord? Donc en fait, techniquement parlant, qu'est-ce que nous disent les indications? Donc KOH, en fait, K, c'est le potassium, donc KOH, en fait, c'est comme NaOH. Vous savez, NaOH, vous connaissez mieux, c'est la soude, c'est Na plus OH moins. KOH, c'est tout simplement K plus OH-. Alors, ça a un nom, ça s'appelle de la potasse. De la potasse. H2O, donc H2O, c'est un solvant polaire, mais bon, que vous soyez en substitution nucléophile ou en élimination, il vous faut un solvant polaire, mais celui-là, il est protique. D'accord? Donc, ça vous envoie, rien que ça vous envoie sur du SN1 ou du E1. Puisqu'on est à chaud, on va avoir du E1 de favorisé. Donc, en fait, dans ces cas-là, si on a du E1 de favorisé, dans une première étape, on doit faire le plus. Et ensuite, eh bien, soit vous enlevez un des protons qui est ici et vous créez cet alcène-là, soit vous enlevez un de ces protons, un proton qui est ici, et vous créez cet alcène-là. D'accord? Alors, plusieurs choses. D'abord, on est toujours sur l'élimination E1. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que par la règle de Zaïtsev, c'est l'alcène le plus encombré qui va être créé. Donc celui-là va être minoritaire. Celui-là sera majoritaire. Ensuite, au niveau de l'orientation, donc vous avez ici cet alcène-là, c'est un alcène E, mais vous pouvez également faire cet alcène-là, qui est l'alcène Z, et ils seront présents à 50% des cas, 50% des cas. Donc ça, c'est une première des réactions qui se fait, et ça va être la réaction majoritaire. L'autre réaction qui va se créer, eh ben, c'est qu'ici, finalement, OH-, ben, c'est aussi un nucléophile. D'accord? Donc OH-, il peut directement interagir et s'ajouter ici. Et dans ce cas-là, vous allez créer ce composé-là, d'accord? Et vous allez créer également ce composé-là. OK? Donc en fait, en réalité, en chimie organique, en réalité, vous allez avoir différentes proportions de composés. Le majoritaire, ça va être celui-là, ce que vous allez retrouver en majorité. Vous allez avoir ensuite une petite proportion, une proportion de minoritaire de ça, et vous allez quand même retrouver aussi une proportion de ça. Et ça, bah ça c'est la substitution nucléophile de premier ordre. OK? Et donc, parce que la réalité, en fait, c'est que si vous faites les manips en chimie organique, la manipulation,
Vous allez avoir un ensemble très complexe de composés, c'est-à-dire que vous allez avoir ce que vous souhaitez faire. Ça sera peut-être présent dans la solution, peut-être présent dans un certain pourcentage. Allez, on va dire peut-être 70% de ça, de ces deux-là, hein. Puis ensuite, vous aurez peut-être 10% de celui-là. Et puis, vous aurez peut-être 2 ou 3% de celui-là. Et vous aurez peut-être aussi cette autre partie-là. Pourquoi ça? Parce que même quand on a fait cette réaction-là, vous avez quand même encore en solution du Cl- et que le Cl-, il peut revenir ici et se réindiquer ici. Vous pouvez recréer le produit de départ, même si vous avez fait la réaction. Et en fait, c'est pour ça qu'on parle de compétition entre SN1 et SN2, c'est qu'en fait, on va essayer de se mettre dans des situations où on va favoriser la réaction qu'on veut faire, mais dans la réalité, on aura des mélanges, on aura même des mélanges un peu infâmes avec plein de composés différents. Et donc, quand on fait de la chimie orga, on passe énormément de temps à faire des séparations de composés, c'est-à-dire qu'on a un mélange et on essaye de récupérer ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il y a en majorité à l'intérieur. D'accord? Donc, Oui, vous aurez toujours cette compétition, parce que finalement, la base, OH-, ça sera le cas d'autres bases, bah, c'est aussi un nucléophile. d'accord. OK? Ouais, c'est bon, merci. Hop. Euh, Ah, tout fermé. Du coup, est-ce qu'on fait le WooClap à ce moment-là? Et Monsieur, puis, on il y a essaie. une question dans le chat Ah, je n'ai de pas Paul. vu. Réexpliquer la basicité. Alors, attendez. Ouais, j'aimerais bien, pour la SN2, réexpliquer la basicité. Alors, allons-y. Allons-y, allons-y. En fait, donc, on va revenir. Je partage rien, là. Je ne suis pas doué aujourd'hui. Rien. Non, je ne vais pas être désolé. Je partage rien. En fait, c'est surtout une histoire de quand on compare la SN1 et la SN2. On va reprendre l'acide carboxylique n'est pas. Alors attendez, je réponds d'abord à la première question. Je réponds d'abord à la première question. En fait, quand vous avez un composé, je vais reprendre mon tableau. Quand on a un composé comme ceci, le même composé. Quand on a ce composé-là, finalement, on va pouvoir faire une ESN1. D'accord. Par exemple, on va lui faire réagir, par exemple, NH3 dans de l'eau, à 0 degré, enfin 5 degrés, par exemple. Et là, vous allez créer par SN1, vous allez créer ce composé-là, NH2, plus ce composé-là. D'accord. Si maintenant, si vous vous placez dans une autre situation, que vous voulez faire une SN2, alors qu'est-ce qui va favoriser la SN1? Ici, ce qui va favoriser la SN1, c'est qu'entre-temps, votre carbocation qui va réagir, il va être stabilisé par deux effets inductifs, ici et ici, les effets inductifs donneurs. Et ça va avoir tendance à le stabiliser. Maintenant, si on veut faire une SN2, ici, c'est un petit peu encombré, un petit peu encombré. Mais ce n'est pas impossible de faire une SN2. Donc, dans ces cas-là, si vous voulez faire une SN2, il ne faudra pas utiliser, par exemple, le NH3, parce que le NH3, l'ammoniac, ce n'est pas un nucléophile très, très fort. D'accord? Et comme les réactions de SN1, les réactions ne dépendent jamais de la force du nucléophile, ne dépendent jamais de la concentration du nucléophile, ils dépendent uniquement de la formation du carbocation. Donc, du coup, si vous voulez aller sur du SN2, vous avez intérêt à favoriser ça en lui donnant un composé qui est plus réactif. Par exemple, un NH2-, on va mettre en noir, on va retrouver par exemple dans du NaNH2. NaNH2, d'accord. Et puis, si vous mettez dans un solvant comme le DMSO, par exemple, vous allez être tranquille puisque vous ne serez plus dans un solvant polaire protique. Et si vous travaillez à 5 degrés, on va considérer que c'est froid, 5 degrés,
Donc, dans ces cas-là, majoritairement, vous allez faire plutôt de la SN2 et dans ce cadre-là, vous allez vous retrouver avec ce composé-là très majoritaire. OK? D'accord? Donc, alors je ne sais plus quelle était la question. La basicité, en fait, plus le nucléophile est fort, plus le nucléophile est fort et plus le composé sera réactif. Et donc, plus ça sera favorisé sur une SN2. Mais on est plus dans un cas où on va comparer SN1 et SN2. Maintenant, par exemple, si on avait voulu mettre un OH sur du SN1, on aurait eu tendance à mettre carrément dans de l'eau, H2O, et sur du SN2, on aurait eu tendance à mettre du OH- pour favoriser plutôt ce côté-là. Donc, c'est ça qu'on appelle en fait basicité. C'est plus une histoire que dans le SN2, que dans la SN2, pardon, il faut que le nucléophile soit fort. Et le nucléophile fort, bah, c'est souvent être basique dans ce cadre-là, parce que c'est largement. L'autre question, dans quel cas l'acide carboxylique n'est pas prioritaire dans la nomenclature? J'efface ça, c'est une question très intéressante. Pas souvent. Hop, on imagine que vous avez ce composé-là. Et vous avez ici un deuxième acide carboxylique. D'accord? Là, ici, vous avez un deuxième carboxylique. Donc, dans ces cas-là, eh ben, cette partie-là, en fait, c'est une fonction secondaire. Donc, alors, je ne sais plus comment, je ne connais plus bien. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça doit s'appeler carboxy, je crois. Quand c'est en fonction secondaire, ça n'arrive pas souvent. Attendez, j'ai pas ça là, sur le côté. Là. Hop, je peux l'avoir, mais je crois que c'est carboxy. Donc, dans ces cas-là, on prend la chaîne la plus longue, hein, ça va être celle-là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est dans de l'acide. On va être dans l'acide 3-carboxy hexanoïque. Et dans ces cas-là, la fonction acide carboxylique, elle est fonction secondaire. Alors, ça n'arrive pas souvent, hein, en fait. C'est pour ça que je vous dis sincèrement, c'est pour ça que j'ai été regarder, parce que je ne me souvenais plus de ça. Donc, dans ces cas-là, oui, on est obligé de. Enfin, ça n'arrive pas souvent. Et dans le cas de l'acide carboxylique, quand il y a un autre acide carboxylique. Alors, comment c'est celui qui est secondaire? C'est très simple. Ça, c'est la nomenclature classique. On prend la chaîne la plus longue. En fait, c'est celle de la chaîne la plus longue. C'est ça qui vous donnera le truc de fonction secondaire. Donc, la chaîne carbonée la plus longue, bah, si vous faisiez ici, vous vous arrêtiez à 1, 2, 3, 4, 5, c'était du platanoïque, alors que l'autre, c'est de l'hexanoïque. Le désavantage du chat, c'est qu'il veut tout le temps sortir. D'accord? Eh ben, voilà. Du coup, on fait le WooClap? Juste, monsieur, désolé, j'avais une dernière question. Non, non, pas de problème. Du coup, je l'avais écrit sur le chat. Est-ce qu'en E2, la réaction est stéréospécifique parce qu'un seul isomère Z ou E est formé? Alors, en E2, la réaction est stéréospécifique en E2. Ouais. Et du coup, ça veut dire qu'il y a un seul isomère formé? Il n'y a pas de 50-50? Il y a les deux. Non, il n'y a pas de 50-50. Il y aura les deux de formés. Il y aura les deux de formés. Mais il y aura les deux de formés, mais il y aura une vraie majorité. Donc, dans ces cas-là, c'est une spécificité. Oui, vous aurez une spécificité. D'accord. Dans l'exo que je vous ai prévu après, on a un truc intéressant où il faut tourner la liaison pour se retrouver en antipériplanaire. C'est intéressant. Combien d'électrons de valence a le Zn2+? C'est gentil ça, parce que je sais plus le Zn, combien c'est le numéro atomique. Je n'ai pas mes antisèches à côté. Hop là. Vous voyez mon écran, c'est ça? Alors, configuration. Z égale 30. Ok, électronique. Non, c'est pas vrai, il va pas me le donner. Bon, bref, Z égale 30. Alors, on y va. Z égale 30.
Donc, on a ce que vous pouvez toujours faire, hein, c'est toujours ça, hein, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S et D, 4F. Pour le Zn, ça va aller, parce qu'on n'aura pas besoin d'aller aussi loin. Donc, ça y est, on remplit comme ça. Hein. Hop. Donc, du coup, Z égale 30. Alors, on est en 1S2, 2S2, 2 et 6. Ça y est, on est rendu à 10. D'accord? 3S2, 3P6. D'accord, on en est là. Hein. Ici. Donc là, on est à 18. OK. Ensuite, on arrive ici sur 4S2. Et après, on reprend sur le 3D. Alors, attendez. Alors, on est à 18 ici, 20. Et ben, on est sur du 3D 10. OK? Ça, c'est pour le zinc. Donc, pour le zinc, sa configuration électronique, donc on peut s'arrêter ici, parce que ici, en fait, c'est l'argon. D'accord? Pour le zinc, la configuration électronique, c'est argon 4S2 3D. OK? Alors, là, on va rentrer dans un débat qui est presque un débat où les gens se tapent dessus parmi les chimistes, avec notamment une grosse communauté de chimistes inorganiciens qui vont présenter l'orientation sur le zinc comme ceci. Je ne sais pas si vos profs de TD vous l'ont fait comme ça. 3D10, 4S2. Vous avez vu ça ou pas? C'est-à-dire une espèce d'inversion entre les niveaux d'énergie. Voilà. Alors, ça fait débat. Aujourd'hui, ça fait énormément débat. Ça fait toujours débat et c'est un débat un peu stérile de mon point de vue parce que on est en train, si on est, enfin c'est bien une excitation des minéralistes. On est en train de s'intéresser à des éléments qui ont effectivement des niveaux d'énergie qui sont très proches. Alors pourquoi on a des niveaux d'énergie qui sont très proches? Parce que les orbitales atomiques qu'on utilise, ils ont été créés pour l'hydrogène. Ils ont été calculés pour l'hydrogène. Et on l'applique pour des systèmes qui ont 30 électrons. Ou si c'est dans le cas de Zn2+, qui vont avoir, au contraire, de 30 électrons, qui vont avoir 28 électrons. Donc, ils ont beaucoup d'électrons. Et si vous vous souvenez un petit peu les diagrammes d'énergie, en fait, on varie en n au carré. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et si vous vous amusez à faire du n au carré, du 1 sur, enfin l'énergie, c'est E0 divisé par n au carré. D'accord? Donc en fait, si vous voyez bien, c'est pour l'hydrogène, hein, vous voyez bien que dans ce cadre-là, quand n augmente, en fait, on va s'approcher de 0, mais surtout les écarts énergétiques ils vont être très proches. Donc du coup, quand on est dans les 4S et 3D, en fait, on est l'un à côté de l'autre. Je les mets ici, hein, je ne sais pas, je n'ai pas calculé où on est précisément, peu importe. Mais on est très proche. Du coup, les électrons ils vont passer assez facilement entre la 4S et la 3D. Et donc, cette inversion, en fonction des éléments, vous pouvez avoir une certaine inversion. Et donc, cette inversion, vous l'avez sur le Zn2+. Pourquoi sur le Zn2+? Parce que finalement, entre une 3D qui est complètement pleine, c'est le cas de la 3D10, 1, 2, 3, 4, 5, donc complètement pleine, et bien, il préfère enlever 2 électrons à la 4S et devenir 4S0. D'accord? Parce qu'il préfère. Voilà, c'est une des exceptions. Il préfère se retrouver dans cette situation-là. Donc, c'est un cas qu'on voit assez régulièrement. Hein. C'est un cas qu'on voit assez régulièrement, surtout dans cette ligne-là. Et donc, il y a beaucoup de minéralistes qui préfèrent, qui disent, ah ben non, mais en fait, les niveaux d'énergie sont inversés au niveau de la 3D. Ils parlent d'inversion de Kleczkowski, etc., etc. Alors moi, j'aime pas trop le faire pour plusieurs raisons. D'abord, parce que pour être précis et pour prendre ma casquette plus quanticien que certains de vos enseignants de TD, on est dans le débat et c'est un peu un débat stérile.
Ensuite, pourquoi je garde Kleshkovski? Parce que je trouve que c'est plus simple à faire et que c'est voilà, il n'y a pas une importance, il y a pas une importance extraordinaire sur sur ce type de débat. Après, effectivement, pour le ZN2+, mais ça va être le cas aussi du Chrome, on va avoir ce cas-là, mais après, quand on va revenir à la 5S et puis qu'on va revenir à la 5P, on va retrouver des choses qui seront normales. Donc, je trouve pas super utile de parler d'inversion entre les orbitales 3D et orbitales 4S. Après, nous, quand on corrige, c'est dans le même sens, hein, c'est-à-dire que comment on fait d'abord la 4S, la 3D, ou vous faites d'abord la 3D et la 4S, c'est pareil pour nous, quoi. Ok, ça va, ça? Bon, mais je crois que c'est une exception qu'on a vue, hein, celle du zinc. On a dû voir deux exceptions. Je crois que c'était le zinc et le chrome, et ça fait partie des exceptions qui sont entre guillemets à connaître. Mais en fait, là, la question, monsieur, ce que je me posais, c'est surtout ce que je l'ai posé à mon prof de TD. Et en fait, il n'a pas su y répondre. Il m'a renvoyé vers vous. Parce que normalement, les électrons de valence, on considère, quand par exemple c'est 3D10, elle est pleine la couche. Donc là, combien on peut dire exactement que Il n'y Zn2+, en a il a. pas, il n'y en a Ok. plus. Donc on dit Il qu'il n'y en y a en a. plus là. D'accord, merci. Ouais, il n'y en a plus d'électrons de valence. Et c'est qui votre prof de TD? Je suis curieux, hein. François Chaud. Ah, d'accord. Oh, il a un avis sur la question, François. Bon, il n'a peut-être pas voulu se mouiller. Il est gentil. Non, non, mais il y a pas il y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce qu'on passe au WooClap sur les SN1, SN2, etc. Bon, on va passer au WooClap. Ça vous reviendra peut-être après. Toc. Hop. Je repartage l'écran. Et donc, le WooClap. Le WooClap, la configuration électronique du DN2+. Ah, je l'ai pas lancé. Je l'ai pas lancé. Je l'ai pas lancé. J'ai pas bien travaillé. Vous voyez mon écran en plus, là? Alors, Université de Paris, c'est top. Il faut que je me connecte. J'ai l'impression de faire ça à chaque fois. Ok, donc en SDV, on en est là, on est au numéro 11. D'accord? Donc on est au numéro 11. C'est-à-dire, donc c'est WooClap 11 chimie. Donc ça va être justement sur tout ce qui est SN1, SN2, 1, 2. Pour voir un petit peu. J'attends encore pour la connexion. Donc, le dernier cours, hein, c'est de la chimie orga. Alors, évidemment, il faut avoir vu tout ça avant, c'est-à-dire la stabilité, les effets mésomères et tout ça. Et au début, évidemment, c'est un peu compliqué, mais après, ça vous paraîtra beaucoup plus simple pour. J'attends un peu que les autres se connectent.
Alors, 2 minutes, j'ai quelqu'un à ma porte. Je suis vraiment désolé, j'en reviens. Vous avez juste le temps de vous connecter. Je peux vous mettre peut-être ça. Je ne sais pas si vous arrivez à vous connecter avec le QR code. J'arrive vraiment. Ah, désolé. Désolé. Bon, du coup, on est à 27, c'est normal? Non? 47. C'est que les autres ne veulent pas participer ou c'est que. Bon, je lance quand même, vous me dites. Allez. Ah, quelqu'un qui se connaît. Bon, bah, je vais lancer, hein. Donc, je crois que j'ai laissé les perdus. Vous êtes perdus. Donc, la première chose, ouais, c'était sur la partie du cours. Donc, c'est sur la dernière partie. Donc, plutôt substitution de nucléophiles, élimination, etc. Et, et alors après, ouais, alors pour les autres exos, pour les autres interrogations, euh, si j'ai laissé 1 minute, mais à mon avis, si vous avez besoin de plus d'1 minute, vous me le dites, vous me l'écrivez, et puis je vous rajoute du temps pour que vous ayez le temps de réfléchir au. D'accord? Eh ben, 28 réponses, donc a priori c'est bon. Je vais mettre juste le nuage de mots. Ouais, danse, TD supplémentaire. D'accord. Alors les TD, ça va être vu en TD, hein. Ça va être vu en TD parce que je ne sais plus combien de séances de TD il y a, mais ça ira. D'accord? Eh bien, je vous demande de cliquer sur le composé qui réagira le plus facilement dans une substitution nucléophile. Composé, en fait, réagira plus facilement dans une substitution nucléophile. Et en fait, c'est moi qui déconne, je vous ai mis combien de temps? J'ai mis beaucoup de temps finalement. J'ai mis beaucoup de temps. J'ai dû augmenter le temps, en fait. Je me rends compte de ça. J'ai dû mettre à 1 minute ou 1 minute 30, j'ai pas regardé. J'ai pas encore. Ah oui, de toute façon. Alors, il y a des questions où, à mon avis, ça me méritera plus de temps, hein, pour tout vous dire. Donc, il y a des questions qui mériteront de temps de votre part. 24. Là est assez simple, même s'il y a peut-être un côté un peu piège. Allez, il reste plus que 10 secondes.
Je suis à 26 sur 29. Donc, on faut regarder évidemment les halogènes. Bon, je vais regarder. Allez. Alors, les résultats. D'accord, je pensais que ça allait être simple. Donc, le bon résultat, en fait, c'est l'iode. D'accord? C'est l'iode qui est vraiment le bon, hop là, le bon résultat. Voilà, c'est l'iode qui va vous donner, en fait, le meilleur, la meilleure chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ira mieux avec un iode par rapport à un brome, par rapport à un chlore et surtout le fluor. Le fluor ne sera jamais un bon composé. D'accord? Pourquoi? C'est pas tant que on pourrait, c'est un peu contre-intuitif parce qu'on pourrait penser que le fluor tirant plus fort sur la liaison, ça va mieux marcher, mais en fait, la liaison carbone-fluor, c'est une liaison qui est forte en termes de covalence. Donc, on n'arrivera pas à ça. Et ce qui fait que vous allez pouvoir facilement dégager un halogène, c'est qu'il est gros. Plus il sera gros, plus il arrivera facilement à sortir de la molécule organique dans laquelle il est. Donc, clairement, ce sera l'iode qui sera devant le brome, devant le chlore et devant le fluor. OK? Et le fait qu'ils soient en arrière du plan ne changeait absolument rien à la réactivité. Alors, quelle molécule réagira plus facilement dans une réaction de type SN1? En fait, j'ai mis 2 minutes à chaque fois, je viens de me rendre compte de ça. Alors, c'est une question, ça, c'est des questions, vous risquez d'avoir ça, oui, vous risquez d'avoir ce genre de questions à un moment ou à un autre. Quand on sait y répondre, après, tout est très simple. Et les faire, vous allez refaire ça en TD. Je pense qu'en TD, vous en êtes tous rendus à la partie stabilisation des carbocations, des carbanions. D'ailleurs, il y a les deux qui sont venus. Et donc, quand on voyait bien ça, bah, a priori, il y a beaucoup moins de problèmes pour repérer, en fait, une molécule va réagir dans une réaction de type. Ce qu'il faut avoir en tête sur ça, c'est que un SN1, donc une réaction de type SN1 de premier ordre, en fait, ça se fait en 2 étapes. La première étape, on forme un carbocation. Et plus le carbocation sera stable, et meilleure sera la réactivité. Donc, la réaction réagira facilement, beaucoup plus facilement, quand le carbocation qui sera associé sera stable. Allez, j'en suis à 25 sur 29. 26. Il y en a qui sont spécialistes pour les derniers moments, peut-être. Allez, 1, 2, c'est fini. Alors, on va voir un petit peu les résultats. C'est partagé encore, c'est partagé. Donc, en fait, la bonne réponse, elle est évidente, c'est cette molécule qui est là. J'ai toujours pas, oui, il faut que je fasse apparaître fasse apparaître les résultats. Il fallait me demander ça, parce que j'ai oublié de faire apparaître les résultats. Alors, on va les faire apparaître justement en top 20 sur les meilleurs joueurs. Voilà, il y a plusieurs anonymes qui sont dans la. Alors, on regarde, donc juste pour voir où vous en êtes. Je regarde maintenant donc au niveau du résultat. Et puis, ce qui va être intéressant, c'est que je vais vous mettre un petit tableau blanc pour voir ça. Donc, en fait, parmi les molécules, vous avez, quand vous avez un dérivé halogéné comme celle-là, comme ça, il faut savoir, c'est que au pied, sur le carbone qui porte, c'était un brome ici, sur le carbone qui porte le brome, en fait, le brome va partir. Voilà. Et sur le carbone que vous avez, vous allez avoir le carbocation qui va se former. D'accord?
À partir du moment où vous allez avoir le carbocation qui va se former, on regarde si vous avez un système mésomérique. C'est-à-dire si vous avez une alternance entre une charge, une simple liaison, ce qui est le cas, et autre chose, soit un doublet, soit une double liaison. Et ici, vous avez une double liaison. Dès lors, vous allez pouvoir faire cette forme mésomère. Alors ça, je l'appelle phi, du truc en dessous. Vous allez avoir cette structuration. Donc, vous avez cette double liaison qui n'a pas bougé, cette double liaison qui n'a pas bougé. Ici, il y avait un électron qui a été filé au voisin, donc le voisin n'est plus plus. Celui-là, il avait un électron de la liaison, il garde cet électron-là. Par contre, lui, ici, il lui manque cet électron, donc il a une charge plus. Toujours dans les formes mésomères, on ne doit pas perdre de charge entre les deux. Donc, on peut continuer en dessous ensuite. Donc, je vais assez vite, parce que normalement, vous avez vu ça, ou vous êtes en train de voir ça en télé. Et donc, l'autre forme mésomère que vous allez retrouver, c'est celle-ci. Toujours pareil, des électrons qui étaient là, il est parti ici, donc il lui en manquait un électron, donc maintenant il ne lui en manque plus, donc il est redevenu neutre. Cet atome de carbone, il n'a pas bougé. Par contre, l'atome qui est ici en para de la liaison, lui, il lui manque un électron, donc il est devenu plus. On continue encore la mésomérie afin d'avoir cette autre structure qui est là. Vous avez donc toujours ma double liaison, mon noyau aromatique. Ici, j'ai la localisation de la nouvelle double liaison et j'ai maintenant la charge plus qui est positionnée ici. Et donc, la dernière forme mésomère, ça sera de faire passer ce système-là ici et je reviendrai en fait au point de départ. D'accord ? Évidemment, quand on a deux benzènes, ça aurait pu être tout à fait ici. Vous auriez pu faire exactement la même chose sur la délocalisation du système. Dès lors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sera ici quelque chose qui sera beaucoup plus stable. Sur les autres molécules que vous avez derrière, à chaque fois je repère l'écran. Sur les autres molécules que vous aviez derrière, je vais vous enlever les réponses. Ça ici, vous aviez des stabilisations par effet inductif, et l'effet inductif est l'effet inductif est toujours minoritaire par l'effet mésomère. Donc ici, il n'y avait vraiment pas d'ambiguïté à ce niveau-là. D'accord ? Et donc ça, même en étant clair, si on avait à faire une réaction, si vous vouliez faire du SN2, vous auriez énormément de mal à faire du SN2 ici, parce que c'est très difficile de faire approcher, surtout que les noyaux benzéniques, c'est assez gros, c'est très difficile de faire approcher un nucléophile en arrière du plan dans ce cadre-là. Bon, bref, on passe à une autre question. Alors, la réaction suivante, voir l'image. Donc, je vous mets l'image. Donc ça, c'est la molécule. On lui fait réagir dessus du CH3CONA dans du CH3OH H2O. Alors, la réaction suivante, c'est une transposition pinacolique, une substitution nucléophile de premier ordre, une substitution nucléophile de second ordre, une élimination de premier ordre, une élimination de second ordre. Alors, je ne vous demande pas quel composé ça va être. Je vous demande un petit peu de regarder les choses pour essayer de retrouver qu'est-ce qui va vous indiquer quel type de réaction vous allez avoir. Ça aussi, donc à l'examen, c'est ce qu'on veut que vous reteniez de la chimie, c'est qu'on vous donne une réaction, il faut savoir qu'est-ce qui va se passer précisément. Oui, c'est intéressant, mais vous avez déjà des points si vous arrivez à localiser quel type de réaction vous allez avoir. Ça vous aidera d'ailleurs pour trouver quel type de composé vous allez faire. Sachant que vous avez 4 réactions, ce n'est pas extrêmement difficile, il faut juste bien repérer les choses qui vous indiquent, les indices qui vous indiquent en fait quel type de réaction vous allez avoir. Là, c'est une question que je pose. Vous voulez que je remette du temps ou pas? Non, c'est bon. 22 secondes. On est 30. 21. Il ne reste plus que 10 secondes. Il faut se lancer.
5 secondes. 3, 2, 1. Allez, boum. Bon, alors bon, c'est pas une transposition pinacolique. Et vous m'avez trouvé une substitution nucléophile du premier ordre. Donc, c'est une bonne réponse. D'accord? C'est une bonne réponse. Je vous mets tout de suite le classement. On voit un petit peu qu'est-ce que ça donne. Ouf, ça sélectionne pas mal quand même. Ça sélectionne pas mal quand même. Donc, j'en ai combien? 2, 4, alors 5 personnes qui sont à 3 points. Alors évidemment, hein, si ces personnes-là chutent, forcément, j'ai un autre paquet qui risque derrière de remonter derrière. D'accord? Alors, juste pour remettre un petit peu la molécule qui est là, il y a plusieurs indices. Alors, CH3CONA, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. En fait, il faut réfléchir assez simplement. C'est CH3, CO- Na+. D'accord? CH3COH, ça, c'est de l'acide acétique. CH3COH, je vous écris, c'est l'acide acétique, c'est l'acide du vinaigre. Et H2O. Donc, en fait, la réaction ici, il y a plusieurs indices. C'est d'abord ici, vous avez ici un nucléophile. Le nucléophile, il est là, le Nu-. Et en fait, c'est ça qui va aller se mettre un petit peu là-dessus. D'accord? On est dans des conditions acides. Donc, on est dans des conditions acides. Donc, a priori, ce n'est pas une élimination. Donc, E1, E2, on oublie. Donc, la question maintenant, ça sera soit SN1, soit SN2. Est-ce que c'est un nucléophile fort? Non, ce n'est pas un nucléophile fort. C'est tout simplement, d'une façon générale, c'est du vinaigre qui a été basifié un petit peu. Donc, c'est pas une base forte, c'est pas un nucléophile fort. Mais le gros indice, et j'en ai déjà parlé, le gros indice, il est là. H2O. Mais même le simple fait d'être dans un solvant d'acide acétique, donc avec des OH, vous indique en fait que vous êtes déjà avec un solvant polaire protique. Par définition, on est sur du premier ordre. Donc, puisqu'on est sur du premier ordre, eh bien, puisqu'on est sur du premier ordre, on doit avoir une substitution nucléophile du premier ordre. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder aussi sur l'halogène de départ, le RX de départ? Bon, on a un brome, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, si on forme un carbocation ici, on va avoir de la mésomérie à côté. Donc, ça va stabiliser le carbocation. Ça, c'est une première chose. L'autre chose ici, c'est qu'on a un groupement à gauche ici et ici. Ce sont des groupements qui sont assez gros, assez volumineux. Donc, c'est très difficile de faire approcher quelque chose par une réaction de type SN2. D'accord? Donc, ici, il n'y a pas d'ambiguïté sur ce genre de choses. C'est bien une substitution nucléophile du premier ordre. Okay, le carbocation est stable. Le nucléophile, plutôt faible. On est dans des conditions acides. On est dans un solvant polaire protique. On est forcément dans la substitution nucléophile de premier ordre. OK? J'arrête les annotations. Pof. Comment on fait pour éliminer... pardon, je passe tous les détails. Bon, ça? Donc, on regarde, on continue. Sur l'autre question, alors, pour cette même réaction, la réaction qu'on a vue là, quel va être le composé formé? Est-ce que ça va être ça? Est-ce que ça va être... Alors, vous voyez peut-être bien. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, parce que... Voilà. Est-ce que ça va être ce composé-là? Est-ce que ça va être ce composé-là? Ou est-ce que ça va être ce composé-là? Alors, ce composé-là, on l'indique avec une stéréochimie particulière, hein, c'est-à-dire par rapport au composé de départ, on a bien le brome qui est en arrière.
Oh, je peux vous aider, hein, le benzène, il n'y a pas de raison. Là, vous pouvez l'éliminer facilement. Vous pouvez l'éliminer facilement, le benzène. Et vous me dites si vous voulez du temps en plus. Il reste plus de 10 secondes. Vous m'envoyez un message si vous voulez qu'il y ait du temps en plus, mais c'est peut-être pas nécessaire. 24. Allez. Ouf, c'est fini. Alors, vous m'avez répondu quoi? Bien. Bon, alors, évidemment, il y a une bonne réponse, et la bonne réponse est celle-ci. Alors, pourquoi celle-ci? Parce que, en fait, je ne vais pas relancer ça. Pourquoi celle-ci? Parce que, en fait, ici, vous n'indiquez pas la chiralité et vous allez avoir autant de celui qui sera fait en arrière de plan que de celui qui sera fait en avant du plan parce que c'est une SN1. Alors ici, non, c'est pas un OH qui est fait, hein, c'est vraiment pas un OH qui est fait, c'est que vous allez rajouter le nucléophile, et le nucléophile, c'est CH3, c'est O-, donc c'est bien là-dessus que vous allez faire avoir les choses. C'est une réaction où finalement, vous êtes en train de former un ester, c'est une autre réaction d'estérification, pas au sens comme vous l'avez dû le voir au lycée, avec ce type de réaction. Ouf. Je sens que c'est un peu difficile pour vous. Hein. Je sens que c'est un peu difficile pour vous. Donc, on a quelqu'un qui tient la route. De souvenir, elle est dans le groupe 9, c'est ça. Milky Glycol, j'ai peur de d'écorcher les noms en parlant. Mais on va voir si on va voir. Groupe 8, d'accord. Groupe 8, c'est avec, je ne sais jamais, c'est avec Mathieu Branca, c'est ça? Ah non, François Chaud. François Chaud. Bon, allez, on va voir si vous tenez la route encore sur cette question-là. Toujours pour cette même réaction, lorsqu'on augmente la concentration en acétate, de sodium, est-ce qu'il ne se passe rien? Est-ce que la réaction s'accélère? Est-ce que la réaction ralentit? Est-ce que le carbone asymétrique change de configuration? Une élimination de second ordre. Donc, il s'agit d'augmenter la concentration en acétate de sodium. L'acétate de sodium, hein, c'est le CH3CO-. Qu'est-ce qui va se passer? Rien, la réaction s'accélère, la réaction ralentit, le carbone asymétrique change de configuration, enfin vous savez lire en même temps, une élimination de second ordre. On est toujours sur la réaction qu'on a vue sur le point précédent, c'est-à-dire une N1. Donc l'acétate de sodium, hein, c'est le CH3COO-. Et n'a pas entendu de l'autre côté. Alors, c'est pareil, hein, c'est des questions, ça paraît assez simple, c'est des questions, vous allez en ravoir, vous allez en ravoir en TD, vous allez les revoir, il faut que ça rentre aussi au bout d'un moment, parce que quand on sait y répondre, ça ira très vite après. Hein. Et alors aussi, hein, ces questions de qu'est-ce qui se passe quand j'augmente tel réactif ou des choses comme ça, vous allez revoir ça aussi en cinétique, parce qu'il y a plein de choses qui dépassent de ça. Alors, on ne peut plus voter. Hop là. Alors, il ne se passe rien, la réaction s'accélère. Alors, la bonne réponse, eh bien, c'est qu'il ne se passe rien. Pourquoi il ne se passe rien? Parce qu'on est dans une substitution de nucléophiles du premier ordre.
Donc, la vitesse dépend uniquement du dérivé halogéné de départ et de la concentration en dérivé halogéné de départ. Du coup, que vous mettiez beaucoup d'acétate de sodium ou que vous en mettiez pas beaucoup, ça sera pareil. Ça passera à rien. D'accord? Alors, c'est pas évident, mais vraiment à retenir, c'est ça, une SN1, la vitesse, ça dépend d'une constante fois la concentration en dérivé halogéné. Le dérivé halogéné, ce n'est pas l'acétate de sodium, hein. Le dérivé halogéné, c'est le brome de départ. Donc, c'est ça qui va guider la vitesse. Alors, on va voir si le résultat reste encore le même. Eh ben, bravo à elle. Bravo à elle. Donc, bon, il y a quand même des bonnes réponses, hein. Il y a quand même des bonnes réponses. Après, je sais, voilà. C'est des questions que vous allez avoir souvent. Évidemment, ce ne sera pas pareil dans dans une ESN2. Et si un jour vous allez sur des formations, notamment dans les masters de biomolécules et des choses comme ça, vous allez apprendre ce qu'on appelle de la pharmaco. Et même si ça ne sera pas sur ce type de réaction, vous verrez qu'on augmente la cinétique de médicaments tout simplement en augmentant ou pas certaines concentrations. Donc, ça va, ce genre de mécanique, évidemment pas sur les réactions en pharmaco, on ne fait pas de SN2, enfin, on ne voit pas ça en SN2 et SN1, mais cette logique de regarder la loi de vitesse et puis ensuite de l'appliquer, vous allez la réutiliser plus tard, notamment si vous continuez en pharmaco. Alors voilà, alors, on a une jolie réaction sur cette image. Pour établir la réaction qui est présentée sur l'image, quelles sont les conditions opératoires optimales pour faire ce composé de droite? Donc là, c'est rigolo, hein. On essaye de mettre quelque chose. Alors, est-ce que vous mettez du KCN dans du KOH avec de l'éther à 15 degrés? Est-ce que vous mettez donc du KCN avec du diméthylformamide à 10 degrés? Est-ce que vous mettez du NaCN avec H2O à 27 degrés? Est-ce que vous mettez du NaCl dilué à moins 80 degrés? Je ne sais pas pourquoi, moins 80 degrés. Donc, comment on fait quand on regarde la réaction? On commence à regarder la réaction, on regarde où est-ce qu'on avait un dérivé halogéné, qu'est-ce qu'on a mis comme nucléophile. En fonction de ça, donc, vous devez pouvoir repérer qu'est-ce qu'on a fait, et puis ensuite on regarde des indices qui vous disent quel type de réaction on a voulu faire là-dessus, et donc à partir de là, vous devez pouvoir choisir là-dedans qu'est-ce qui comporte les choses les plus intéressantes là-dessus. Et pareil, hein, si vous voulez plus de temps, vous me le dites. Attendez bien le truc. Je regarde le nombre de personnes qui se prononcent. Et zou, 2 minutes de plus. Je peux arrêter après, hein, quand il n'y a pas de problème. En fait, maintenant que je connais un peu mieux Wooplap, il suffit que je ferme les votes et puis ça arrête tout de suite les choses, quoi. Alors vous devez avoir l'image, hein, sur votre écran. Et puis le reste aussi, hein. Ouais, évidemment. Alors, allez, j'attends encore un petit peu. Ça bouge plus, là, 21. Ça bouge plus beaucoup. Est-ce que j'arrête tout de suite? Ah, 23, voilà, j'étais méchant. 23, on se prononce. C'est bien. Ah, il y a une personne qui est perdue, qui est plus perdue.
Il s'est retrouvé. Bon, ce qu'on va faire là sur ce truc-là, on va y répondre entre guillemets ensemble. On va y répondre ensemble plutôt que de donner directement la réponse. On va y répondre ensemble. Parce que, évidemment, alors c'est pareil, hein, c'est des choses, c'est forcément difficile pour vous. Enfin, pour les premières fois, c'est forcément difficile, hein. Je ne vois pas comment on peut trouver des choses pas difficiles. Qu'est-ce que je fais là? Hop là, pardon. Côté. Je regarde ça, puis comme ça va vous donner la réponse. Donc, en fait, en un autre temps, donc, vous avez ici un dérivé halogéné. Donc, il faut repérer dans un premier temps où est l'halogène. Sur le composé de gauche, l'halogène, il est là. C'est le chlore. D'accord? Sur le composé de droite, vous avez autre chose à la place. Donc, on est dans une logique de substitution. D'accord? On est dans une logique de SN. Puisqu'on avait un chlore, on l'a substitué par autre chose. On n'a pas d'alcène. Si on avait un alcène, hop, ça veut dire que c'est une élimination. Donc, on est dans le cadre d'une substitution. On regarde un petit peu maintenant. Ici, on avait la chiralité qui était indiquée. Donc, on a, c'est-à-dire en avant du plan. Et ici, on est en arrière du plan. Donc, déjà, on a voulu jouer un petit peu sur la chiralité. Donc, a priori, c'est du SN2. Ensuite, on sait que le SN2, on arrive par l'arrière. Le nucléophile, il arrive par l'arrière dans le SN2. D'accord? Le nucléophile, il arrive par l'arrière. Donc, à la fin, il doit bien se retrouver effectivement en arrière. Donc, tout ça, ça nous indique que c'est bien une SN2. Du coup, quel est le nucléophile? Le nucléophile, en fait, vous voyez, vous avez un carbone avec une triple liaison N, et ça, c'est du CN, c'est un groupement nitrile, groupement cyano, si vous voulez. D'accord? Donc, on doit avoir du CN-, et comme on est dans du SN2, on doit être plutôt à froid. Alors, on va voir si on nous propose du chaud ou pas. Et on doit être dans un solvant toujours polaire, mais un solvant aprotique. OK? Donc ça, c'est les indices qu'on a. J'efface, hein, pour arrêter là-dessus. Je reprends là-dessus. Ici, on a KCN. Donc KCN, c'est K plus CN-, donc ça, c'est bon. KOH, il n'y a aucune raison d'avoir du KOH, c'est-à-dire de la soude. Là-dedans, au contraire, ça aurait tendance à envisager l'élimination. Ici, bah, ça va être la bonne réponse. On va avoir du CN-. DMF, c'est du diméthylformamide. C'est un solvant pour faire des SN2, donc c'est parfait. On est à 10 degrés, on n'est pas à chaud, donc on est dans les bonnes conditions. Ici, NaCN, ça pouvait marcher en nucléophile, mais on est dans le cadre de solvant, c'est H2O. Donc là, dans ces cas-là, on ferait plutôt une SN1 dans ce cadre-là. Et enfin, ici, NaCl, là, vous n'allez même rien faire parce que c'est du Cl, donc du Cl-, le nucléophile. Donc, ça ne sera pas le bon composé. D'accord? Donc, il y a eu plusieurs. Donc, la bonne réponse, en fait, c'est bien celle-là. Ici, le problème, donc, c'était de mettre du KOH. Il n'y avait aucune utilité à mettre du KOH. Et ici, c'était de mettre du H2O. Donc, on ne met pas du H2O. Donc, la bonne réponse est ici. On regarde un petit peu le bilan. Ouf. Donc, j'ai toujours quelqu'un qui est en tête, qui n'a pas fait d'erreur, qui n'a pas fait d'erreur encore. D'accord. Donc, bravo à elle. Bravo aux autres aussi, hein, parce que il y a quand même des bonnes réponses. Après, je vous dis, ça me choque absolument pas que vous plantiez sur ce genre de choses, surtout que c'est des parties TD. Vous allez refaire ça en TD, quoi qu'il arrive. On continue. Alors, la chiralité de la réaction. Ça, c'est parce que je n'ai pas pu m'empêcher, puis en même temps, j'avais l'image. Donc, alors, on passe d'un réactif RS à un produit RS, on passe d'un réactif RR à un produit SS, on passe d'un réactif RS à un produit RR. Voilà, la dernière question, ce n'est pas la bonne réponse, hein. Mais je peux comprendre, hein, que pour le dernier, ça soit possible de répondre ça, mais ça ne sera pas la bonne réponse. J'ai peur d'ailleurs d'avoir une majorité de franchement, si vous pensez que ça m'intéresse.
Alors, il y a un moyen de. Alors, soit vous faites les RLS, soit vous réfléchissez précisément, soit vous regardez un petit peu comment ça fonctionne. Et pareil, si vous voulez un peu plus de temps, pas de souci. OK. Vous avez remis du temps. Vous avez la possibilité de rafficher la molécule. Il vous reste encore une minute. Ça commence à se. Pas changer sa réponse si on s'est trompé. Non, je crois pas que vous puissiez. Ouais, je crois pas que vous puissiez changer la réponse. Je crois pas que vous puissiez changer la réponse. Vous voulez encore un petit peu de temps ou pas? 23. On met un petit peu pour les derniers. Si vous me dites simplement si c'est bon et que j'arrête. Alors les R et les S, hein, c'est une grosse partie c'est une grosse partie du cours, hein. Sur la partie chimie orga, faut être honnête, hein, il y a une grosse partie, hein, qui est quand même sur la stéréochimie, et puis il y a une grosse partie après sur ces fameuses réactions SN1, SN2 là-dessus. Bon, je vois que ça bouge plus, on va arrêter ici à ce niveau-là. Donc on va arrêter ici à ce niveau-là. On regarde tout de suite ce qu'on fait. On regarde vite fait les réponses. On va commencer par les réponses. Bon, bah, j'ai une majorité de bonnes réponses en fait. Il y a plein de façons de répondre à ça, hein. Il y a plein de façons de répondre à ça. Mais clairement, vu qu'on fait l'inverse. Alors d'abord, j'apprécie. Moi, j'aurais pu comprendre, hein, que vous répondiez la réponse 4, hein. En fait, il peut se passer. D'abord, la question 2, elle n'est pas possible. La 2, elle n'est pas possible parce qu'on ne peut pas inverser deux chiralités. Soit on inverse une chiralité, soit on ne l'inverse pas. Donc, celle-là, elle n'est pas possible. A priori, c'est la 3 et c'est effectivement la 3 qui va changer. Cela dit, des fois, il peut se passer des pièges. Ah, ça arrive, ouais, ça arrive. Des fois, il peut se passer des pièges dans le sens où vous allez changer l'ordre simplement par le fait que vous allez faire rentrer un autre composé. Donc, quelquefois, vous pouvez partir d'un RS et continuer RS dans ce cadre-là. D'accord? Sinon, on peut faire très rapidement qui est R, qui est S, hein, ici, à la limite. Donc, sur ce composé-là, on a un hydrogène qui est en arrière, il sera 4. D'accord? Ensuite, on a carbone, carbone, carbone. Ce carbone-là, il est lié à un chlore, bah, il passe en premier. Ce carbone-là, il est lié à un autre chlore, il sera en deuxième. Ce carbone-là, il est lié à rien d'autre. Donc, c'est bien 1, 2, 3. On tourne comme ça, dans ce sens-là. Le premier carbone du CH3, il est R. D'accord? Le deuxième,
Ça change de couleur. Le deuxième, c'est le chlore ici, hein, le carbone qui est ici. Donc en premier, c'est évident que ça va être le chlore. En quatrième, c'est l'hydrogène qui est en arrière du plan. Ensuite, on a carbone, carbone. Le carbone d'ici est relié à deux carbones. Ce carbone est lié qu'à un seul. Eh bien, c'est celui-là qui est en 2 et celui-là qui est en 3. On tourne dans ce sens-là, d'accord, comme pour faire un S. On est donc RS, d'accord, au départ. Sur le carbone, sur la molécule de droite, ici, on n'a pas de raison d'avoir changé. Donc, on va rester R. Sur l'autre liaison, eh bien, on a un hydrogène cette fois-ci qui est en avant du plan, qui sera 4. Ça veut dire qu'on est dans le sens indirect de lecture. Donc, on a ensuite carbone, 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 c'est la même chose. Ce carbone-là, il est lié à de l'azote. Ce n'est pas le cas des autres. Donc, c'est bien ce carbone-là qui est en premier. Ensuite, entre ce carbone-là et ce carbone-là, ça sera celui-là qui est en deuxième parce qu'il est lié à deux carbones, alors que celui-là, il est lié qu'à un seul. Donc, c'est lui qui est 2 et c'est lui qui est 3. On tourne comme pour faire un S, mais on est dans le sens indirect de lecture, il est R. Donc, on a bien un RS qui passe à un RR. D'accord? Alors ça, c'était si on faisait les choses. Sinon, je vous dis, on regarde. Normalement, il n'y avait pas de raison. On a bien une inversion de chiralité. Donc ça, ce n'était pas possible. On ne pouvait pas en changer deux. Celle-là, c'était la seule qui changeait. Donc c'était comme ça qu'on pouvait aussi arriver à voir ça. Donc il y a le suspense, c'est ça maintenant, de regarder un petit peu qui est toujours devant. Waouh! Donc bravo. Donc, bravo à ceux qui sont derrière aussi. Hein. Bravo à ceux qui sont derrière. Donc donc on va continuer encore, hein. Il y a encore 4 autres questions. Évidemment, donc là, c'était sur la chiralité. Je continue sur la question. Pour établir la réaction qui est proposée sur l'image, la réaction qui est ici, quelles sont les conditions opératoires cette fois-ci? Est-ce que vous mettez de l'ammoniac dilué, donc dilué dans de l'eau à 16 degrés? Est-ce que vous mettez du NaOH avec de l'eau à 17 degrés? Est-ce que vous mettez du NaNH2 dans du DMSO à 12 degrés? Est-ce que vous mettez du NaNH2 dans du DMF à 75 degrés? Alors, sur une réaction comme ça, il faut regarder un petit peu la molécule. Donc, c'est les conditions opératoires optimales. Donc, toujours pareil, hein, si vous avez besoin de plus de temps, 42 secondes, je peux vous redonner un petit peu plus de temps pour retrouver. On met un peu plus de temps. On met un peu plus. Sur la molécule, donc vous regardez qu'est-ce qui peut vous indiquer. Alors d'abord, est-ce que c'est une substitution, est-ce que c'est une élimination? En fonction de ça, il y a une des réponses que vous pouvez éliminer tout de suite. Après, donc, vous regardez bien si c'est une substitution. Vous regardez un petit peu la chiralité du composé final, s'il y en a une d'ailleurs.
Et puis, en fonction de ça, normalement, vous devez pouvoir retrouver les bonnes conditions pour faire ça, quoi. Il peut y avoir une certaine ambiguïté, d'ailleurs, mais... Et il faut se lancer pour ceux qui n'ont pas encore, pour ceux qui n'ont pas encore voté. N'ont pas encore voté. Donc, on regarde un petit peu la molécule, comment elle est. Il reste 10 secondes. Allez, 3, 2, 1. Boum. Alors, je regarde un petit peu qu'est-ce que vous m'avez trouvé. Alors, vous m'avez trouvé, ouais, je m'attendais un petit peu à ça parce que, alors, le NaOH H2O, non, ça va pas être la bonne réponse, mais en fait, il y a la vraie bonne question, c'est est-ce que c'est du NH3 dilué dans 16 degrés ou du NaNH2 du DMSO? Et la bonne réponse, c'est le NH3 dilué. C'est le NH3 dilué. Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce que, alors, en examen, j'aurais accepté les deux. Pour tout vous dire, en examen, j'aurais accepté les deux. Celle-là, c'est du SN1, alors que l'autre, en fait, ça serait du SN2. Sauf que du NaNH2, c'est aussi une base, donc on aurait eu une élimination, on aurait aussi de l'élimination, et que votre composé est assez encombré. Et ce, d'autant plus, parce qu'on va se retrouver sur un carbocation qui sera tertiaire dans ce cadre-là. Et donc, du coup, vous aurez vraiment du mal à faire approcher du NH2- dans ce cadre-là. En plus, le composé, il n'est pas chiral à la fin, donc on a tout intérêt à utiliser une réaction de type SN. D'accord? Donc, on a toujours un bon petit paquet de têtes à ce niveau-là. Je continue. L'autre question, s'il n'y a pas d'autres questions de demande d'explication, je vais continuer sur l'autre partie. Alors, pour la réaction... Alors, pour la réaction proposée sur l'image, le composé final, c'est majoritairement R, majoritairement S, un mélange racémique, où ne m'embêtez pas, la molécule n'est même pas chirale. Il n'y a même pas de centre de chiralité sur la molécule. La molécule peut être... Je vous la raffiche, cette jolie molécule. Donc, la molécule de droite, le composé final, il est R, il est S. C'est un mélange racémique où, ne m'embêtez pas, la molécule n'est pas chirale. Asymétrique. J'avais plus ou moins répondu à la question tout à l'heure. Allez. RS racémique, molécule pas chirale. Il vous reste encore 25 secondes. Je vous redonne un petit peu de temps ou c'est bon? Tout à l'heure, on était déjà à 21. Ah, c'est bon. Eh bien, tant mieux que ça soit bon. Alors, je suis un peu désespéré parce que la bonne réponse, c'est la dernière. Je suis un peu désespéré. Non, en fait, mélange racémique, je comprends la logique du mélange racémique parce que c'est une ESN1, donc une ESN1, ça donne un mélange racémique.
à condition de pouvoir dire si c'est un R ou un S. Parce que si la molécule, en imaginant que ici vous soyez en avant du plan et l'autre en arrière, de toute façon, que vous soyez de ce côté-là ou vous soyez de ce côté-là, comme c'est symétrique, la molécule, quoi qu'il arrive, la molécule à la fin, elle n'est pas chirale. Donc, c'est même pas un mélange racémique, en fait, c'est que votre composé, il est ni R ni S, et il n'y a pas un mélange 50-50 de R et de S, il n'y a pas de R, il n'y a pas de S sur une molécule comme ça. Donc, en fait, la bonne réponse était ne m'embêtez pas, la molécule n'est même pas chirale. Ouais, j'ai des gens qui m'embêtent à côté en plus. Allez, on regarde un petit peu sur l'avant-dernière question. Waouh, ça tient la route. Ça tient la route. Ça tient la route. Eh bien, on continue. On est à la question 10. On est à la question 10. Il y a bien un carbone asymétrique. Non, il n'y a pas de carbone asymétrique en fait. Si vous regardez bien ici, le carbone, il n'est pas asymétrique. Un carbone asymétrique, c'est un carbone qui a 4 liaisons. D'accord? Donc, excusez-moi, j'ai quelqu'un qui m'embête à côté. Donc en fait, si vous regardez le carbone qui est là, un carbone qui est asymétrique, c'est un carbone qui va avoir 4 types de liaisons différentes. Ici, il n'a pas 4 types de liaisons différentes parce que vous alliez à gauche ici ou que vous alliez à droite ici, c'est la même chose. Donc c'est pareil si vous étiez dans le cadre d'un CH2, donc il n'y a même pas de mélange racémique parce qu'en fait, il n'y a pas de choses comme ça. Oui, c'est à cause du cycle. Parce que si j'avais mis, même si on avait mis par exemple un CH3 ici, ben, c'était fini. Là, vous avez même de la diastéroisomérie dans ces cas-là. Donc c'est vraiment une histoire de symétrie de la molécule. D'accord? Quelle molécule sera synthétisée par la réaction suivante? Alors, j'ai une réaction qui est ici. Donc, on met du NaOH à 1,5 mol par litre et on est à 60 degrés. Alors, quel composé on va faire dans ce cadre-là? Alors, ce sera le composé majoritaire dans ce cadre-là que vous allez faire. Vous les avez ici. Composés ici, ici, ici. Donc la question, justement, ça sera quelle molécule sera synthétisée? Qu'est-ce que vous allez faire à la fin comme type de composé? Je peux vous redonner un petit peu de temps aussi, si vous avez besoin. Donc, les indices, il faut regarder un petit peu quel type de composé on a. Plein d'informations, en fait, sur la chimie, il y a toujours des informations sur les flèches en fait, à reprendre. Quel type de composé, donc, quel type de composé de départ, quel type de réactif on met, quelles sont les conditions opératoires, etc., etc. Je veux bien du temps. Allons-y pour du temps. Du temps. Donc les indices, je vous dis, au bout d'un moment, vous allez les reprendre. Vous allez les trouver assez rapidement. Donc, en fonction des indices, je vous dis, vous pouvez déjà éliminer un certain nombre de composés qui sont là-dessus. Il faut essayer de regarder les différentes possibilités que vous avez. Ça mérite d'y passer un petit peu de temps aussi là-dessus sur la partie correction. On est sur du TD là, on n'est même plus sur du. C'est ça que je vous laisse un petit peu plus de temps.
Je vais bientôt se... Allez, et c'est l'avant-dernière question. Hein. L'avant-dernière question. Allez, je remets encore du temps ou pas? Bon, bah, j'ai pas eu le temps. Alors, quelle molécule sera synthétisée par le composé suivant? Bon, je vous mets quoi? Bon, d'abord, je vais essayer de voir sur les réponses. Ah, ça y est, tout le monde y a eu le droit. Tout le monde y a eu le droit. Donc, il faut qu'on revoie ensemble. Je vous mets quand même la réponse correcte. La réponse correcte, c'est celle-là. Donc, la réponse correcte, c'est celle-là. Je ne sais même pas si j'ai une majorité sur celle-là. Je vous mets quand même les votes, puis après, je vous donne l'explication. Ah ouais, il y a des gens qui sont hors pair en chimie organe. Je vois ça. Alors, on regarde un petit peu ensemble. On regarde un petit peu ensemble les choses. Alors, quels sont les indices? Les indices, vous en avez plusieurs. D'abord, vous avez ici donc le dérivé halogéné. Pardon, je reprends la notation. Je vais mettre en noir. Donc, le dérivé halogéné, il est ici. Donc, on a un iode. On est sur quelque chose qui est plutôt encombré. Donc, quand on dit encombré, a priori, tout ce qui va être SN2, ça devrait pas bien se passer. Ensuite, si on réfléchit plutôt en carbocation, donc plutôt la partie premier ordre, ici on a un carbocation qui est avec des effets inductifs parce que c'est un tertiaire et en plus il y a de la mésomérie dessus. Donc on va pencher vers le premier ordre. Voilà, juste à regarder ce truc-là. Maintenant, on regarde les réactifs. Alors, les réactifs, c'est quoi? NaOH. NaOH, alors ça, vous devez le savoir. NaOH, c'est la soude, c'est une base. Quand on dit base, attention, c'est une base, ça peut être un nucléophile, ça peut être un OH- nucléophile, mais ça peut être aussi être une élimination. Quand on est à 1,5 mol par litre, par définition, il n'est pas pur, donc ça veut dire qu'on est dilué dans de la flotte. Donc, on est dilué dans d'H2O, donc déjà, on a complètement oublié la partie SN2. D'accord? Donc SN2, ça c'est déjà oublié parce qu'on est dans de l'eau, et même E2, c'est oublié parce qu'on est dans de l'eau. Donc ensuite, on regarde une autre condition opératoire, 60 degrés. Donc 60 degrés, c'est chaud. Okay? Donc puisque 60 degrés, c'est chaud, on est clairement ici sur de l'élimination de type E1. L'élimination de type E1, comment ça se passe? Eh bien, vous avez un carbocation et ensuite, eh bien, vous allez arracher un hydrogène pour faire la double liaison à l'endroit où il va y avoir les choses. Donc, vous pouvez arracher un hydrogène ici, vous pouvez arracher 2 hydrogènes ici et ici. Ici, si vous regardez, votre atome, il a déjà une liaison, 2 liaisons, 3 liaisons, 4 liaisons. Donc ici, il n'y a pas d'hydrogène. Donc clairement, on ne peut pas mettre la double liaison là. Donc tous ceux qui ont répondu que la double liaison est là, ce n'est pas possible de la mettre là. D'accord? Donc ensuite, soit vous créez l'alcène de ce côté-là, soit vous créez l'alcène de ce côté-là. Comment on sait de quel côté se fait l'alcène? Eh bien, c'est la règle de Zaitsev. Il faut que ça soit l'alcène le plus encombré qui se fasse, c'est-à-dire à ce niveau-là. D'accord? Donc, je termine mon annotation, je regarde un petit peu mes différents composés que j'avais. Donc ici, c'était si on avait une substitution. Donc ça, non, on élimine, hein, pas de substitution. Donc ça, on élimine. Ça, on élimine. Chut, Anne, excusez-moi. Ça, on élimine. On élimine aussi ces taux de substitution plutôt baroques parce que du sodium, ça ne se met pas en molécules comme ça. Ce composé-là, donc je vous ai dit, ça s'élimine. Et puis en plus, ici, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc ici, ce n'était pas possible. C'est éliminé. Donc ensuite, il restait uniquement si l'alcène se positionnait là. Donc, bac de Zaitsev, c'est bien celui-là qui est majoritaire. Ou ici, et ici, ce n'était pas dans le cadre où il était majoritaire. D'accord? Voilà, là, c'était on commence, c'était les parties un petit peu
complexe de ce truc-là. Attendez, j'enlève les annotations, parce qu'autrement, je vais les garder sur la diapo d'avant. On a fini sur le dernier, hein. Donc, dernier de chez dernier. Dernière question. Ici, maintenant, on fait du NaOH. Alors, attention, on est concentré à chaud, donc concentré à chaud dans de l'acétonitrile. Alors, on est sur du concentré à chaud dans de l'acétonitrile. Alors, la question est assez difficile, hein, mais alors, vous avez plusieurs composés qui vont vous être donnés, qui vont vous être proposés. Je mets la molécule de départ. On va faire que ça, hein, parce que moi, je vois le temps qui passe derrière, donc après, on va s'arrêter après ça. Je répondrai évidemment encore à d'autres questions s'il y en a. Donc, si vous voulez du temps, on peut se donner du temps pour que vous ayez le temps de réécrire à côté, de reprendre les choses. Et là, il mérite un petit peu qu'on s'y attarde. Ouais, du temps, hein, on rajoute. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est des exos comme ça, vous allez en refaire en TD, hein, ne vous inquiétez pas, vous allez en refaire en TD. Donc, il n'y a pas de souci. Et je vous dis, la question n'est pas si simple que ça. Il reste 1 minute pour se prononcer. Aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui que je vais donner du travail aux dentistes parce que il y a l'air de ne pas avoir beaucoup de gens qui arrivent à répondre. J'ai un partenariat avec les dentistes, hein, en fait. Hein. Je vous file des choupes à choux. Ouais, sponsoring, sponsoring. Je vous rajoute un petit peu de temps ou pas? Vous me dites, oups là, trop tard. Trop tard. Bon, conflit d'intérêt, exactement. Allez. La question est difficile. La question était difficile. Et ouais, c'est bien, vous m'avez répondu. Il y aura au moins quelqu'un qui sera content. Il y a au moins qui sera content. Je vous montre juste la bonne réponse. La bonne réponse, c'était celle-là, et qui peut-être, et ce n'est pas la majorité, et qui pourrait vous sembler pas logique, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et je regarde juste un petit peu au niveau des meilleurs joueurs. Ah ouais, non, mais pour notre première, là, bravo à elle, bravo à elle. Je vais au moins descendre jusqu'aux 4e places, hein, pour les distributions, parce que je pense que les gens ont mérité quand même, parce qu'il y a quand même des bonnes réponses. Je voudrais surtout répondre sur cette question parce que c'est trop forte. Ouais. C'est d'accord, parce que franchement, c'est pas évident.
Je voudrais juste quand même reprendre ça et puis répondre. Alors attendez, je vais vous faire un petit partage pour que vous compreniez bien, parce que c'est vraiment pas évident pourquoi c'était ce composé-là. D'accord? Alors je reprends mon zoom, j'efface tous les dessins. Donc le composé, que je ne me trompe pas, parce que c'est ça qui est important. Donc ce composé, c'est celui-là. On a le CH3 qui est comme ça. Et on a le chlore qui est ici en avant du plan. Alors peut-être que la personne, d'ailleurs, je ne connais pas, mais peut-être qu'elle a fait médecine l'année dernière, qui fait qu'en médecine, ils font plein de choses comme ça avec des pièges, donc au bout d'un moment, ça rentre. Donc on est sur du NaOH pur, donc concentré, on est à chaud, d'accord? Donc ça, clairement, on est dans des conditions d'élimination parce qu'on est à chaud. Puisqu'on est sur du NaOH pur, et que vous êtes dans l'acétonitrile. Alors, l'acétonitrile, c'est un solvant que vous reverrez, hein, c'est CH3C triple liaison N. Donc, c'est un solvant polaire aprotique. D'accord? Donc, polaire aprotique. Donc, on est clairement sur une élimination de E2. Alors, j'ai une question qui me dit, qui me demande, donc E1 et E2 sont favorisés par une augmentation de la température? Oui, oui. En fait, pour tout vous dire, dans les exos, les plus gros indices, moi je vous fais un petit peu le listing qui va vous donner tous les indices et tout ça, mais les plus gros indices que vous allez avoir, c'est d'essayer de repérer si dans le solvant, vous avez la possibilité de faire des liaisons hydrogènes, ce qu'on appelle un solvant polaire protique. Ça peut être de la flotte, ça peut être de l'acide acétique, tout simplement, du CH3COOH. Ça peut être de l'ammoniac, par exemple, NH3, ça peut aussi servir en tant que solvant. Donc ça va vous envoyer sur le premier ordre, que ça soit SN1 ou E1, qui vont avoir ça, qui va en favoriser. Si vous êtes dans un solvant apolaire, un solvant polaire aprotique, vous devez avoir dans votre tête deuxième ordre, soit du SN2, soit du E2. Ensuite, si c'est à chaud, c'est les éliminations qui sont favorisées. Il n'y a pas que les solvants qui les différencient, mais clairement, c'est un gros marqueur. C'est un très gros marqueur pour les différencier. C'est un très gros marqueur qui vont les différencier. Après, voilà. Après, je vous dis, il y a la stabilité du carbocation, il y a ce genre de choses, mais c'est les deux gros indices à regarder sur les réactions. Le solvant, s'il est aprotique, c'est du deuxième ordre. S'il est protique, c'est plutôt du premier ordre. Et la température, si on est à chaud, c'est de l'élimination. Si on n'est pas à chaud, ce n'est pas de l'élimination. Alors, évidemment, vous pouvez voir des exceptions à ce genre de choses. Mais là, on a une base, NaOH, on est à chaud, on est dans un solvant polaire aprotique. Clairement, on est dans élimination E2. Pour faire une élimination E2, normalement, on doit faire un alcène. D'accord? Et on doit faire, donc c'est la règle de Saïzef, on doit faire l'alcène le plus substitué. C'est-à-dire que logiquement, on doit faire ce composé-là. Sauf que, on ne va pas faire celui-là. Pourquoi? Parce que dans la réaction d'élimination de type E2, vous avez une attaque qu'on appelle antipériplanaire. C'est joli hein, comme nom. Antipériplanaire. Et c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez un hydrogène qui soit en arrière du plan. Et ici, l'hydrogène que vous avez ici, il est en avant du plan. Et vous ne pourrez pas casser cette liaison comme ceci. Par contre, vous pourrez le faire sur cette position-là. Et la réaction va se passer comme ça. Vous allez attaquer l'hydrogène ici et faire cette liaison-là et dégager comme ceci pour faire eh bien, cet alcène qui est ici. D'accord? Vous ferez l'alcène qui sera comme ceci. Et pourquoi vous ne ferez pas ça? Vous ne ferez pas ça parce que vous avez ici l'hydrogène qui est en avant du plan, qui est du même côté. Or, la base ne peut pas arriver du même côté que le chlore. Je vous ai dit, hein, dans les substitutions du second ordre, c'est des attaques de lâche, entre guillemets. Hein. On attaque dans le dos du carbone quand c'est de la SN2. On attaque dans le dos du carbone d'à côté quand on est dans l'élimination E2.
Par contre, si on avait eu ce réactif-là, avec le CH3 ici et le chlore ici, alors là, en E2, vous auriez fait celui-là majoritairement. Vous comprenez un petit peu cette difficulté qui est là. La difficulté que vous avez sur une E2, c'est qu'il faut être sûr que vous ayez en arrière, que vous ayez bien de l'autre côté un hydrogène et pas du même côté du plan. Ouais, c'est ça, ouais, je suis d'accord avec vous. C'est un peu vicieux. C'est pire que ça, c'est que vous allez le voir en TD. Quelquefois, quand vous avez la libre rotation, pour faire une E2, bah, vous allez tourner la molécule, vous allez tourner la liaison de façon à avoir l'hydrogène en arrière du plan. OK? Et c'est une difficulté supplémentaire. Bon, là, on l'a fait en cours, vous allez le revoir en TD. Je vous dis, bon, c'est peut-être, c'est pas simple. Mais bon, vous allez revoir ça en télé. Vous n'hésitez pas à re-regarder ça, en télé. D'accord? Bon, il est midi. Il est midi 27. Eh ben, on va terminer en avance pour une fois. C'est plutôt pas mal. Donc, bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous souhaite une bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce que se fera l'examen, j'ai plus ça en tête. Vous avez encore pas mal de séances de TD dans les différents groupes. Des dettes, je le sais, au niveau des choup à choup à donner. D'accord. Et donc, voilà, bah, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. A priori, on n'est pas confiné encore, à part les cours, mais donc ça devrait rester encore, si tout se passe bien, encore bon pour le reste du temps. D'accord? Au revoir, à bientôt, peut-être bon week-end à vous, et peut-être à d'autres moments, il n'y a pas de souci. D'accord? Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir, au revoir. Je vais arrêter l'enregistrement.